Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de Third Bridge. Avant même que je vous parle de l'épisode qu'on a fait aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le podcast est un projet de Third Bridge. Third Bridge, on est une agence qui est spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles et de solutions logicielles sur mesure. Pour nous, livrer du code de qualité, c'est la base. Là où est-ce qu'on veut vraiment aller se différencier, c'est en livrant des applications qui offrent une expérience utilisateur supérieure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu Olivier Blais, qui est le co-founder et le CTO de la compagnie MoveAI, qui est une firme service conseil spécialisée dans l'intelligence artificielle et les données. On a eu une conversation vraiment intéressante avec Olivier sur tout ce qui touche l'intelligence artificielle. On s'est repris un peu pour le premier épisode qu'on avait fait sur l'intelligence artificielle. Là, on a vraiment reçu un expert du sujet et c'était vraiment une discussion qui était palpitante. Donc, sans vous en dire plus, je vous laisse là-dessus. Bon épisode! Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Olivier, bienvenue à l'Update. Merci. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce que je ne sais pas si tu as déjà écouté un épisode de l'Update. Non, malheureusement. C'est correct. Ben, question piège. C'est ça. En partant, ça part. Mais... Tu vas couper, j'espère? Non, c'est continue, bon, tu parfait. peux rester. Mais Alex, tu n'étais même pas là non plus cette fois-là, mais Alex, Pierre-Étienne, Nicolas et moi, on a déjà fait un épisode sur l'intelligence artificielle. Ça n'a pas bien été. Ça a bien été. Ça a bien été, mais par la suite, on a eu des petits commentaires. Je pense qu'on n'était pas... On avait fait le disclaimer qu'on n'était pas les personnes les mieux placées pour en parler. Mais aujourd'hui, on réitère à cet épisode-là et on reçoit un expert de l'intelligence artificielle. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Puis, avant de se lancer un peu dans toutes les questions qu'on a pour toi, Alex et moi, on va te laisser te présenter puis nous parler de MoveAI. Parfait. Donc, moi, c'est Olivier Blais. Je suis cofondateur et CTO, donc chef des technologies pour MoveAI. MoveAI, on est une compagnie de consultation en intelligence artificielle. Notre but, c'est vraiment de démocratiser l'intelligence artificielle dans les entreprises. On a parti l'entreprise il y a à peu près 6 ans pour une raison, c'est que à Montréal, on est vraiment reconnu pour l'intelligence artificielle, mais d'un point de vue un petit peu plus académique. Il y a Yoshua Bengio, le Mila, Element AI à l'époque. Ils mettaient vraiment Montréal sur la map, puis le Canada sur la map, mais par des technologies qui étaient inventées. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment un gap entre les technologies inventées, mais l'utilisation de la technologie dans des entreprises, puis nous autres, on trouvait que c'était un gros problème. Et c'est là qu'on s'est mis à vouloir démocratiser l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'utiliser cette belle technologie qui peut vraiment être utile pour régler des problèmes? Et c'est pour ça qu'on a parti MoveAI. Le but, c'est vraiment d'identifier des opportunités, d'aider les entreprises à être un petit peu plus data-driven aussi et ultimement, de pouvoir déployer des solutions d'intelligence artificielle qui règlent des vrais problèmes dans les entreprises. D'un point de vue super tactique, très appliqué. Là. Cool. Puis moi, je me demandais, là, on a parlé de MoveAI, mais on regardait un peu ton LinkedIn, évidemment, avant que tu viennes sur le podcast. Puis je voyais que tu avais un parcours qui a un peu passé du marketing à l'intelligence artificielle. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ah oui, j'ai surfé beaucoup. J'ai fait beaucoup de slalom dans différentes carrières, même si je suis quand même jeune. J'ai sorti de l'école en marketing, initialement. Tu as étudié où? J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. OK. Sherby Machine. Sherby aussi, qu'on entend des fois. Donc, j'ai étudié en marketing. Puis par la suite, j'ai commencé à travailler chez Pratt & Whitney Canada en marketing là-bas. Puis j'ai remarqué que finalement, ma partie préférée du marketing, c'était l'exploitation de la donnée. Comment être capable d'utiliser la donnée pour aider à optimiser les stratégies marketing. Et de fil en aiguille, ce que j'ai remarqué, c'est que l'humain, on n'est pas bon pour exploiter la donnée. Donc, on en récolte plein, mais on ne sait pas trop quoi en faire, puis on ne sait pas trop comment l'utiliser, comment la comprendre. Donc là, après ça, j'ai étudié en intelligence d'affaires, comment faire des tableaux de bord, comment faire des analyses. Et même là, même quand tu fais des analyses, puis tu essaies de simplifier au maximum et de communiquer le plus facilement possible par rapport aux données, ça ne se passe pas toujours facilement non plus. Donc, c'est là que je me suis dit,
on va vraiment passer à la prochaine étape qui est d'essayer d'automatiser certaines prises de décision et d'aider les gens à prendre vraiment plus facilement des décisions compliquées. C'est là que l'intelligence artificielle, ça fait à peu près une dizaine d'années, on en parlait, on commençait à en parler. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. J'ai fait beaucoup de projets. J'ai appris beaucoup par moi-même aussi. Puis, de fil en aiguille, je me retrouvais à être responsable de l'intelligence artificielle dans une entreprise qui s'appelle Gsoft ou Workleap maintenant. Et c'est là où j'ai rencontré mes partenaires. Donc, c'est des partenaires qui travaillaient là-bas. Un qui était copropriétaire de Workleap et l'autre qui était CEO d'un des produits de Workleap qui s'appelle ShareGate et un autre qui était le vice-président marketing. Et on a décidé ensemble de partir MoveAI parce que c'est les problèmes qu'on essayait de résoudre à Workleap. C'est des problèmes que toutes les entreprises devraient être capables de résoudre, mais c'était déjà assez difficile de le faire dans une entreprise hyper technologique. Je ne pouvais pas croire qu'une entreprise en construction ou une entreprise qui était dans des industries un petit peu plus conservatrices serait capable de pouvoir mettre toutes les ressources puis d'avoir les profils pour livrer ces types de projets-là. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de partir MoveAI. Allons-y dans le concret, un problème justement, un problème que vous aviez à l'époque qui vous a inspiré puis qui vous a dit « OK, c'est bon, on a un business case ». Oui, des cas comme par exemple d'optimiser les ventes. À Workleap, il y avait un beau problème, mais ça demeurait un problème, c'est qu'il y avait tellement de prospects puis tellement d'opportunités potentielles de vendre des licences. C'est un beau problème, mais l'affaire, c'est que tu as vraiment des ressources limitées au niveau des vendeurs. Donc, il y avait peu de vendeurs pour être capable de contacter tout le monde. C'était très opérationnel, c'était très humain. Donc, comment être capable d'optimiser ou d'identifier qui était le plus à même de convertir. Donc, c'est qui qu'il faudrait que tu appelles en premier, c'est qui finalement tu ne devrais pas nécessairement appeler tout de suite. Mm-hmm. Même après ça, on est tombé plus sophistiqué. On s'est dit, OK, c'est quoi le contenu à envoyer pour augmenter pour faire progresser chacun des leads. Donc, d'être capable de pouvoir automatiser un peu le flow pour maximiser les ventes. Donc, ça, c'est un des types de problèmes qu'on a fait. L'analyse des parcours utilisateurs dans des outils. Donc, voir c'est qui est plus à même d'arrêter d'utiliser les outils puis d'essayer de les raccrocher, d'augmenter l'engagement, en fait, au niveau de l'utilisation des outils. Ça, c'est un autre type de problème qu'on essayait de résoudre. Donc, il y avait plein de problèmes qu'on essayait de résoudre. Puis, c'était des challenges. Les challenges, c'est comment accéder les données, comment les analyser, mais surtout comment déployer des solutions, puis comment s'assurer que les humains voulaient les utiliser, parce que c'est toute la gestion du changement au bout du compte. On essaye de faire utiliser des nouvelles technologies, de faire transformer les rôles des gens, et il faut que les gens soient ouverts à ça, puis qu'ils fassent partie de la solution, en fait. Dans Workleap, dans la suite Workleap, on utilise beaucoup Office Vibe, qui va bientôt être juste Workleap. Mm-hmm. Et puis, c'est l'enjeu numéro 1. Il faut que les gens l'utilisent. Il faut que les gens répondent aux sondages. Il faut qu'on le rappelle régulièrement. Fait que je comprends très bien d'où ça vient, ce besoin-là. Puis le use case, il faut les ramener avec un message clé au bon moment. Puis, contrairement à le faire de façon générique, toutes les, mettons, vendredi, telle heure, ça a moins d'impact que de le faire d'une façon un peu plus ciblée, n'est-ce pas? Oui, non, tout à fait. Puis j'ai travaillé aussi sur Workleap, essayer de développer des fonctionnalités. Je ne veux pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment allées de l'avant. Mais on avait beaucoup aussi d'enjeux au niveau de c'est quoi que tu veux intégrer dans la suite de produits. Des produits à base d'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus inconfortable pour les équipes de développement. Donc, comment s'assurer que ces outils-là sont déployés puis sont adoptés par les clients. Puis, c'était des enjeux comme par exemple, je peux peut-être parler d'un enjeu qu'on a regardé pour développer qui n'a pas été de l'avant. C'était d'être capable de prévoir l'attrition des employés des entreprises. Donc, être capable de dire, dans ton équipe, tu as une personne qui est plus à risque de quitter, par exemple. Ça, on l'a exploré, puis techniquement, c'est quelque chose qui était tout à fait possible. Bon, on a fait les tests, mais après ça, c'est de se dire, time out, ça peut être dangereux comme fonctionnalité à sortir parce que, probablement, tu peux te tromper. Donc, ça peut avoir un gros impact, se tromper. Puis même, quand tu te trompes pas, ça peut avoir un gros impact parce que de ne pas dire exactement c'est qui. Mais là, comment va gérer le gestionnaire avec cette information-là? C'est comme te faire dire, par exemple, ta blonde, selon les données, ta blonde, elle va te quitter elle risque de te quitter dans 1 an. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Ça peut avoir un très gros impact. Donc, ça, c'est un exemple
exemple de fonctionnalité qu'on a décidé de ne pas aller de l'avant avec, mais ça montre ça montre le fait que l'intelligence artificielle, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut amener beaucoup aux entreprises, mais en même temps, il faut vraiment faire attention de la façon qu'on l'utilise et de la façon qu'on la déploie pour justement minimiser les risques puis l'impact que ça peut avoir sur la société. Bien, absolument. Puis là, si on revient justement à MoveAI puis toute la croissance que vous avez connue depuis 2018, ça a commencé un peu avec WorkLeap, mais là, ensuite de ça, ça s'est décliné dans l'accompagnement des plus grands clients. Je pense entre autres à la STM, à Ricardo, chez Metro. Veux-tu nous en parler un peu? Comment t'en es venu à travailler avec ces compagnies-là? Oui, tout à fait. En fait, au Québec, on a une caractéristique qui est quand même pas que c'est unique, mais la plupart des entreprises au Québec, on est à nos premiers balbutiements avec la technologie. Donc, des fois, quand on parle d'AI, on pense que tout le monde l'utilise, puis que c'est déjà imbriqué, puis que tout est déjà data-driven dans les entreprises. Puis c'est pas vrai. La plupart des entreprises au Québec, il y a certaines exceptions, par exemple les banques nationales, Intact Assurance. Il y a certaines entreprises qui ont vraiment des grosses pratiques d'intelligence artificielle. Mais la plupart des autres entreprises, ils commencent, ils voient comment est-ce que je peux imbriquer ça dans mon entreprise? Comment est-ce que je peux déployer une culture qui est axée sur l'intelligence artificielle puis l'exploitation de la donnée? Nous, on s'est dit, si on veut vraiment avoir un impact au Québec, il faut travailler avec des entreprises justement qui ont le désir de le faire, qui ont tous les ingrédients pour y arriver, qui ont juste besoin d'un peu d'encouragement puis de se faire un peu prendre par la main. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à travailler avec, par exemple, notre premier client, c'était Pratt & Whitney Canada. Donc, j'avais déjà travaillé là-bas, j'avais tissé des bons liens. Cogeco Connexion, c'est vraiment les premiers qui ont cru en nous. C'est le fun. Puis après, c'est toute une question de cercle vertueux. Donc, plus tu es capable de travailler avec des clients renommés, plus tu es capable de pouvoir te mettre de l'avant, montrer que tu es capable de faire de l'accompagnement auprès de clients. Et ça a bien parti. Après, on a trouvé des belles cultures d'entreprise, justement, qui étaient game d'aller de l'avant. On a eu des premiers wins assez intéressants. Là. Un de nos wins, je dirais, les plus significatifs qu'on a eu, c'est auprès des épiceries Métro. Donc, on a aidé à optimiser le réapprovisionnement pour les produits périssables. Donc, fruits, légumes, viande. Ça, c'est un challenge pour eux parce que il y a une courte période de vie. Par exemple, quand dans le fond, les bouchers préparent des pièces de viande, mais ils ne peuvent pas garder ça des mois sur les étagères. Donc, ils doivent avoir vraiment une bonne compréhension de la demande qu'il va avoir. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est soit que tu en commandes beaucoup moins que ce que tu anticipes, justement pour éviter des pertes, ou sinon, tu es obligé de faire des ventes de feu à tes 70% de rabais, comme des fois on va voir. Et ça, c'est pas idéal pour les entreprises parce que c'est un casse-tête, ils veulent pas jeter de la nourriture. Donc, on a travaillé avec eux, puis on a développé des solutions super intéressantes basées sur la température, basées sur les promotions, basées sur aussi les effets entre les différents produits. Par exemple, tu mets une promotion sur le steak haché maigre, tu risques d'avoir peu de ventes sur le steak haché mi-maigre, par exemple. Okay. Donc, des choses comme ça. Rendu spécialiste en boucherie. Il faut se rendre là. Et c'est vraiment intéressant comment tu es capable d'avoir des liens entre plein de facteurs différents. La température avec le mois de l'année, comme par exemple, cette année, le mois de mai a été exceptionnel en termes de température. Ça veut dire que les épiceries Métro ont probablement vendu beaucoup plus de viande de barbecue. Parce que, dans le fond, tout se portait à faire du barbecue. Alors, nous autres, parce qu'on prenait les prévisions météorologiques, on le voyait, puis on se disait, OK, ça va amener une augmentation de la demande pour les viandes de barbecue, donc une diminution des ventes pour de la viande qui était autre, comme par exemple voyons, excusez-moi, j'ai des blancs. En tout cas, bref, d'autres types de viande. Ça les a vraiment aidés à prendre confiance dans leur processus d'achat. Puis aussi, on a même été capable de pouvoir aider au niveau de la prévision des quels employés devraient être, dans le fond, donc, la quantité de travail pour les employés. Donc, par exemple, si on pense qu'il va y avoir une augmentation de la boucherie, là, c'est d'aller chercher un deuxième boucher, puis dans le fond, pouvoir optimiser les shifts.
Donc, ça, c'est un exemple. Ça a été un de nos exemples les plus, je dirais, les plus parlants qu'on peut amener une vraie transformation dans les entreprises. Comme par exemple, ça a été déployé dans la plupart des métros au Québec, puis même maintenant, ça s'en va en Ontario, dans à peu près tous les départements périssables de l'entreprise. Donc, on a eu un impact pour la réduction des pertes, puis en même temps sur l'augmentation des ventes pour l'entreprise. C'est quand même incroyable. Ça a été un super beau succès. Donc, on a commencé à enligner des beaux succès comme ça. Comme tu l'as mentionné, Metro, Ricardo, on a travaillé sur leur engin de recommandation de recettes. Puis en ce moment, c'est l'engin de recommandation que beaucoup de Québécois utilisent pour savoir quoi manger. Et ça aussi, c'est le fun de savoir qu'on a un impact sur ce que les Québécois mangent dans leur vie de tous les jours. Il y a même des gens en France qui nous en parlent de ça parce que c'est utilisé aussi un peu partout dans la francophonie. Bref, anyway, on a vraiment des beaux succès qu'on a réussi à bâtir, mais c'est tout basé sur un peu ce qu'on a parlé au départ. Donc, comment s'assurer qu'on identifie les bons problèmes et qu'on travaille avec les utilisateurs pour que ça soit vraiment utile puis utilisé dans les entreprises. Oui, très bien dit. C'est un impact d'affaires, évidemment, tu l'as nommé. C'est un impact social aussi parce que les gens vont mieux manger, vont cuisiner plus grâce à ce que vous avez accompli. Fait que premièrement, félicitations. Deuxièmement, petite question technique, dis-moi. La météo, on le sait, là, elle a 2 semaines qu'elle est capable de le prédire à peu près comme il faut. Après ça, c'est pas mal fini. Mm-hmm. Vous avez réalisé une espèce d'intégration avec l'API Météo Média pour aller chercher la donnée. Puis après ça, vous intégrez au POS. Puis après ça, il y a comme plein de sources de données pour bâtir l'intelligence dont tu parles. Comment ça a fonctionné? Si on peut prendre une petite parenthèse technique. Oui, ben OK. Au pire, tu la coupes au montage, c'est trop technique. Non, je suis vraiment curieuse aussi. Donc, oui, on s'intègre. C'est pas Météo Média, mais il existe d'autres solutions du genre. Il y a des API qui sont disponibles. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec les épiceries métro, c'est que tous les magasins sont un peu partout au Québec, puis ils vont avoir différentes météos. Mm-hmm. Ça l'amplifie le problème, en fait. C'est chaque magasin, il y a une ville à proximité. Donc, on identifie la ville qui est la plus proche de ce métro-là où on a accès à la météo. Et là, on va pousser la météo. Mais quand je dis la météo, donc c'est autant la météo en temps réel que la prévision météorologique. Mais encore une fois, ici, ce qu'on pense pas, c'est que la météo, c'est super compliqué. Tu as les taux d'humidité, les événements météorologiques, la température. Fait que c'est vraiment beaucoup d'informations. Est-ce que tu vas prendre, par exemple, la vitesse des vents? À un moment donné, c'est de prendre des choix. Là. C'est quoi les différents types de données météorologiques que tu vas utiliser? Donc, il y a beaucoup d'analyses qui est faite pour s'assurer d'utiliser la bonne information. Puis après ça, c'est même dans le futur. Puis comme tu le dis, à un moment donné, il y a une limite. Donc, nous autres, on faisait des prévisions quand même quelques semaines dans le futur. Nice. Vraiment le plus loin dans le futur, c'est sûr que la météo n'existe. On n'y a pas accès. Donc, tu utilises d'autres informations, comme par exemple... c'est quoi le mois de l'année, c'est quoi les jours fériés. Les jours fériés, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment moins performant, mais plus tu t'approches de la date. Puis ça, c'est comme ça dans tout. Dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est que la prévision de demain est beaucoup plus facile que la prédiction dans un mois, par exemple, parce que tu as beaucoup moins d'incertitudes. Donc, là, c'est d'être capable de dire, c'est quoi, vu que j'ai beaucoup d'incertitudes dans quelques semaines, je vais te donner une approximation. Mais plus tu t'approches, plus tu deviens précis. Donc, il y a aussi cette question-là d'adaptation de la prévision à travers le temps. Je ne sais pas si ça l'aide. Absolument. Ouais. C'est ce que je voulais entendre. Puis les promotions, c'est très variable aussi. Puis il faut que tu t'intègres avec les calendriers de promotion. Ils ont un calendrier parce qu'ils ont fait des ententes avec leurs fournisseurs, puis c'est à ça que tu fais référence? Non, mais dans le sens, ils ont des processus à l'interne de définition des promotions. Okay. Toutes les entreprises, en fait, quand ils veulent faire des promotions, il faut qu'ils rentrent l'information à quelque part. C'est ça aussi, ça m'amène une parenthèse, mais c'est de dire que si tu développes une solution d'intelligence artificielle, tu peux pas juste dire « Ah, moi, je fais ça en isolation. C'est intégré dans les infrastructures de l'entreprise, mais aussi, ça prend des données. Comme par exemple, on va dire qu'on parle de promotion. C'est cool de dire « Ah, je vais mettre des promotions », mais tu vas pas scanner le catalogue de l'entreprise. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, parce que probablement c'est trop tard, mais l'autre élément, c'est parce que tu as besoin de l'information dans des données un peu plus structurées. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, tu as un processus où tu as des gens qui vont rentrer de l'information dans une base de données. Puis, si tu as besoin d'avoir les promotions 2 semaines d'avance,
ben, il faut que à 2 semaines avant, systématiquement, l'information soit rentrée. Et ça, si tu n'as pas ces règles-là en place, soit que tu les as d'avant, ou tu dis, ben, vu que je veux avoir du succès en intelligence artificielle, je vais mettre un processus hyper rigoureux en place, tu vas pas être capable de l'exploiter, cette information-là. Fait que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir avec plein d'espoir de faire quelque chose, mais si l'information n'est pas disponible ou pas accessible, on ne peut pas la prendre en considération. Donc, vraiment, moi, je vois l'intelligence artificielle comme, oui, c'est une fin en soi, mais c'est aussi une vision dans laquelle tu vas driver tes opérations. Tu vas dire, OK, ben attends, pour aller là, parce que ça va m'amener énormément de valeur, ben voici toutes les actions qu'il faut que je mette en place. Fait que c'est vraiment supposé améliorer les opérations globales de l'entreprise parce que tu as une vision commune où tous les départements vont travailler ensemble pour y arriver. C'est ça. C'est le thème récurrent, dans le fond. Tu parles de la théorie, c'est bien beau. On peut faire de la magie avec l'IA, mais après ça, il y a le modèle théorique et il y a le modèle opérationnel. Toi, tu es dans les opérations, tu amènes ça sur le plancher des vaches, tu permets de la création de valeur en les accompagnant probablement à travers ces décisions-là, quel processus je mets en place, puis comment je valorise ma donnée. Tout à fait, exactement. Puis aussi, l'autre, ça a l'air... ici, je veux pas que les gens pensent que c'est impossible de faire de l'intelligence artificielle parce que je suis pas 100% structuré. Il y a aussi un équilibre à trouver, comme par exemple, un des pièges que les gens vont tomber, c'est souvent de dire « j'ai besoin d'avoir accès à de la donnée ». Fait que je vais me prendre 2 ans puis je vais investir 2 millions de dollars pour faire un data lake puis mettre toute mon information corporative. Ça sera un piège. Ce que tu veux, c'est vraiment t'identifier clairement c'est quoi que tu as besoin comme capacité d'intelligence artificielle. Puis après, ben, tu deviens plus tactique dans ton approche en disant « Ah, ben j'ai besoin d'avoir ma donnée POS, par exemple, toute ma donnée transactionnelle. » Donc, c'est cette donnée-là sur laquelle je vais focuser. Je ne vais pas focuser sur toutes les sources inimaginables de mon entreprise. Je vais juste focuser sur les types de données qui sont les plus importantes pour livrer mes capacités d'intelligence artificielle que je veux mettre en place. Donc, il faut vraiment être plus agile, plus itératif. Il faut être confortable à travailler aussi avec l'inconnu. Parce que c'est ça, tu vas vers l'avant, tu dis je vais commencer avec certaines sources de données, puis si ça ne fonctionne pas, ben, je vais l'ajouter au fur et à mesure. Parce que sinon, ça ne va jamais finir. On connaît, nous autres, on a des entreprises, je ne vais pas nommer, mais il y a certaines banques québécoises qui se retrouvent à, dans le fond, avoir expérimenté, bien en fait, à peu près toutes les grosses entreprises se sont retrouvées à expérimenter, à développer vraiment, comme centraliser toutes leurs données, puis ils investissent tellement là-dedans, mais il n'y a presque aucune valeur. Tu sais, c'est quoi la valeur à dire, j'ai mis 100% de ma donnée dans un data warehouse? Il y a peu de valeur. La valeur, c'est dans l'exploitation de ça. Puis le problème, c'est il y en a qui investissent 8, 10, 12 millions pour faire ça. Puis ça prend des années. Mais si tu as investi des années, 8, 10, 12 millions, sans retirer aucun bénéfice, c'est sûr que les gens vont perdre patience. Puis à un moment donné, il y en a qui coupent qui coupent ces initiatives-là à mi-chemin. Ils ont vraiment perdu plein d'argent parce que ça ne servait pas à grand-chose sans avoir eu la vision au départ puis la capacité incrémentale de le mettre en place au fur et à mesure. Tu prêches à des convertis, tu es en train d'écrire un modèle cascade, right? Ce contre quoi on s'est battu tout ce temps, puis la pertinence de l'agile dans le milieu, c'est vrai dans ton expertise, dans la nôtre aussi. L'enjeu, c'est ça. Tu as un très beau besoin, un très beau cas de figure, mais comment je fais pour te créer de la valeur le plus rapidement possible? Dans notre cas, on essaie de s'en tenir à 3 mois. Là, c'est probablement le plus rapide qu'on est capable de livrer une preuve de concept. Mais en effet, j'aime ton approche. Vous avez toute cette donnée, mais commençons par les fruits les plus mûrs, right? Puis on va créer de la valeur au fur et à mesure. Oui, exactement. Ouais. On est aussi des gros fans de mode agile. Puis dans le domaine de l'intelligence artificielle, il a fallu qu'on se batte au départ. Parce que. C'était encore cascade, mettons? Ben, non, c'était un peu différent. Tu avais une mentalité très recherche. Ah, nous allons faire de l'expérimentation. Puis là, t'expérimentes. OK, mais c'est quand tu finis d'expérimenter, à un moment donné, tu dis, il faut que ça finisse. Puis là, c'est comme, non, on va trouver. Puis quand on va avoir trouvé la solution, là, on va pouvoir se commettre. Puis là, tu n'as aucun commitment. Puis c'est pas ça. Ça nous a pris aussi du temps à s'ajuster, mais c'est qu'au départ, on pense que le but, c'est d'atteindre la perfection. Puis ce qu'on remarque, c'est que les entreprises, ils n'ont rien. Puis de tout faire, puis de ne pas avoir de date butoir parce que tu expérimentes pour être capable d'aller l'atteindre la perfection, c'est pas ça que les gens ont besoin. Une première itération qui fonctionne pas pire,
puis après ça, tu t'itères, puis tu améliores la performance de ce qui est développé, c'est souvent suffisant. Et le plus gros défi, c'est même pas techniquement, c'est l'humain. C'est d'être capable de pouvoir l'intégrer dans le développement des solutions, de pouvoir l'intégrer dans la validation de la solution, de s'assurer que la solution est designée pour l'humain qui va l'utiliser par la suite. C'est ça qui est le plus complexe. Tu peux pas dire... Il y en a plein de solutions d'AI que... de moins en moins, mais dans les solutions plus traditionnelles, on parlait de solutions qui pouvaient prendre 1 an à faire. 1 an et demi. Nous autres, on essayait de court-circuiter ça tout le temps, mais les faits sont que ça prenait du temps, puis les gens, ils investissaient dans le fond, beaucoup d'argent. C'était des paris très risqués, dans lesquels souvent c'était des data scientists qui développaient ça, souvent presque en isolation, parce que c'était tellement technique, c'était de la manipulation de données. Mais l'humain, en arrière de ça, il fallait qu'il soit tenu au parfum. Puis quand on fait pas ça, ben, tu te retrouves à développer quelque chose, puis tiens, je t'ai développé ta solution d'intelligence artificielle. Puis c'est comme, ben, ça fonctionne pas pantoute. Puis les gens étaient contre. Puis des fois, les gens, ils réagissaient très mal à avoir des solutions d'intelligence artificielle quand ils faisaient pas partie des discussions. Donc, ils disaient « Ah non, ça fonctionne pas, il y a telle petite erreur que j'ai vue, c'est inacceptable. Il y a une compétition malsaine. » C'est ça le plus gros problème. C'est même pas la performance des modèles d'intelligence artificielle en soi. C'est intéressant ça. Puis justement, pour maximiser une expérience utilisateur de ces solutions-là, c'est quoi les premières étapes? Est-ce que vous commencez avec une phase de recherche? Comment ça se passe? Comment vous entamez un projet? Oui, ben, au départ, on va commencer justement avec des ateliers, donc des ateliers d'exploration, où ce qu'on explore, c'est quoi les différentes opportunités. Après ça, on regarde c'est quoi qui... donc, il y a comme 2 volets à ça. C'est sur la valeur d'affaires que ça va amener pour l'entreprise. Puis l'autre, c'est aussi au niveau de la complexité. La complexité, souvent, on va regarder ça en termes de risques. Donc, les risques d'adoption, les risques associés à la qualité, les risques de performance, les risques de sécurité, ces choses comme ça. Et le but, ça serait d'essayer de trouver les problèmes les moins complexes qui amènent une valeur qui est non négligeable pour l'entreprise. Des fois, il y en a qui vont être tentés à essayer de faire les home runs, les plus grosses opportunités, mais souvent, c'est là où c'est souvent impossible d'y aller, c'est souvent trop risqué. Moi, je suis plus un fan des plus petits projets puis de créer une cadence, créer un momentum à l'interne. C'est ça que tu veux. Ouais. Tu veux développer une solution rapidement, même si c'est pas celle-là qui va amener le plus de bénéfices. Mais tu as déployé quelque chose, ça fonctionne, les gens se rallient, nice, ça fonctionne. Tu t'itères là-dessus parce que tu as commencé à développer une culture de sciences de données. Fait que là, tu t'itères et au fur et à mesure, les initiatives qui étaient plus complexes deviennent magiquement plus faciles. Puis la gestion du changement aussi pour les gens qui l'utilisent se fait vraiment plus facilement. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui est bien. Puis par la suite, ce que tu vas vouloir faire, bien, par la suite, je dirais en parallèle, c'est pas juste d'avoir des exécutifs dans une salle qui fait une stratégie, mais c'est aussi d'avoir les utilisateurs finaux. Donc, quand tu identifies, par exemple, les top 3 des initiatives, bien là, tu vas chercher tu vas tenter le pouls sur le terrain. Hey, ça serait-tu utile pour toi? Puis là, d'être capable de pouvoir voir c'est quoi qui est utile, c'est quoi qui est moins utile, c'est qui est le plus mature puis qui est le plus game d'aller de l'avant. Parce que tu vas vouloir aussi aller chercher, de maximiser tes chances d'adoption. C'est le risque le plus difficile à mitiger puis à minimiser. Fait que tu vas trouver vraiment les risques les plus petits en termes d'adoption. Puis après ça, là, tu sais, Là, tu as ton opportunité, ta top opportunité à ce moment-là. Et c'est là où tu commences à travailler. Puis quand tu commences à travailler, c'est là que tu vas essayer de... Et là, ça, c'est pas facile, mais c'est de trouver une façon où tu peux amener les résultats les plus rapidement possible à l'utilisateur avec des phases de test. Puis après ça, ben, tu t'itères sur ça. Donc, et ça, c'est le plus difficile parce que souvent, c'est là qu'on tombe des fois dans nos vieux patterns en disant « je vais essayer de viser la perfection ». Et là, c'est là qu'il faut essayer de court-circuiter ça. Un des gros avantages maintenant qu'on n'avait pas quand on a commencé MoveAI, c'est l'IA générative vient créer, j'appelle ça du time to value. Donc, le temps nécessaire pour générer de la valeur, il est vraiment beaucoup plus petit. Beaucoup. On pourrait parler de 80% de gains en rapidité pour livrer de la valeur. Je ne dis pas que tu vas livrer nécessairement toute la valeur que tu aurais développée, mais pour une première itération, des fois, tu veux commencer une première itération avec l'IA générative pour montrer justement, voici mon bout en bout, tu développes une solution, tu montes. En arrière, il y a de l'IA générative, par exemple, qui va créer une première phase. Ça peut prendre
quelques semaines tout au plus là, pour avoir quelque chose. C'est pas en termes de mois là, pour développer une solution d'IA générative. Et là, tu es capable de pouvoir démontrer que il y a quelque chose qui fonctionne, puis après ça, tu vas peaufiner. Soit que tu continues avec l'IA générative, ou soit que tu utilises des techniques qui sont un petit peu plus classiques parce qu'ils obtiennent des meilleurs résultats. C'est là, après ça, où tu viens peaufiner pour essayer d'améliorer la solution qui va générer le plus de valeur pour l'entreprise. Puis dis-moi, ce gain-là de 80% dont tu parles, c'est dû au fait que les gens sont habitués avec la tech générative. C'est une interface accessible pour eux. Comment on l'explique, ce gain-là? C'est pas juste ça. Il y a vraiment une panoplie de facteurs. D'une part, parce que les gens l'utilisent. C'est beaucoup plus facile. Un autre élément, c'est un peu lié, mais c'est un peu différent en même temps, c'est que c'est en français ou en anglais. Donc, moi, j'aime ça des fois dire, puis je suis un data scientist, fait que j'ai le droit de parler un peu contre ma culture, mais des fois, j'ai tendance à dire que des fois, on a tendance à avoir des équipes de data scientists dans notre petite tour d'ivoire, puis les gens ne nous comprennent pas, puis c'est correct on code, puis nous autres, on comprend, we know the shit, puis on va développer les affaires, puis on va transformer les entreprises quand c'est pas comme ça fonctionne pour vrai. Des fois, c'est un peu naïf de notre part de dire ça. Là, en ce moment, on peut interagir avec le monde. J'ai un super bon exemple de ça que je peux peut-être donner après avec Collège Sainte-Anne. Mais c'est de pouvoir parler en langage naturel. Donc, tu amènes les utilisateurs business dans la conversation. Donc, ils peuvent aider à développer des solutions d'IA. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. Après, c'est qu'il y a des solutions qui ont déjà été déployées. Fait que tu n'as pas besoin de déployer des systèmes ou d'entraîner des systèmes. Souvent, j'appelle ça réinventer la roue à chaque fois. Puis ça a des avantages. Des fois, parce que chaque business a son propre langage, sa propre réalité. Donc, c'est pour ça que des fois, on n'enlève pas le fait que c'est possible qu'un modèle qui est propre à toi est le meilleur. Par contre, comme première itération, d'utiliser un modèle qui a déjà été entraîné, développé, ça te sauve énormément de temps. Fait que tu l'utilises, puis à la place d'entraîner ton propre modèle, tu apprends comment le mieux l'utiliser possible pour rencontrer tes besoins personnels. Donc, c'est de la façon qu'on va, à la place, dans le fond, utiliser une technologie existante. Puis, il y avait aussi un autre élément, c'est le fait que tu as déjà des interfaces. Ça, c'est game changer. Il y a 1 an et demi, il n'y avait pas ça. Là. Il y a 1 an et demi, des solutions d'intelligence artificielle, c'était super nerdy. C'était souvent trop compliqué. C'était pas des interfaces clean. C'était souvent beaucoup trop d'informations. C'était beaucoup de graphiques, beaucoup de tableaux, parce que des fois, on a tendance à assumer que les gens qui vont l'utiliser, que les utilisateurs finaux, c'est des gens qui ont une capacité à analyser l'information puis à faire de l'analyse de données. Quand souvent, c'est pas le cas. Souvent, les utilisateurs finaux, en fait, je veux pas assumer, mais les utilisateurs finaux, ils ont des jobs, puis des fois, ces jobs, c'est pas d'analyser des données. Donc, des fois, il faut que tu sois capable de pouvoir avoir des interfaces faciles à utiliser, puis des bonnes expériences utilisateurs. Et, par exemple, OpenAI avec ChatGPT, c'est la première fois qu'on a vu une solution d'intelligence artificielle qui était facile à utiliser pour le commun des mortels. Et ça a changé la game. Donc, en ce moment, on est capable de réutiliser les termes, réutiliser les interfaces. Par exemple, Microsoft utilise le mot Copilot. Donc, Copilot, c'est devenu un outil de Microsoft. Donc, le penchant, dans le fond, de ChatGPT, mais pour Microsoft, c'est Copilot. Et ce terme-là, moi, ça a changé de la façon dont je parle au monde. Avant, je disais, c'est là pour t'aider, l'intelligence artificielle. Maintenant, je dis, c'est un copilote pour toi. Tu as les mains sur le volant, tu as un copilote qui vient t'aider. Donc, vraiment, maintenant, toute la culture qui a été déployée dans la dernière année, c'est tout pour faciliter l'adoption de l'IA. Donc, tout ça mis ensemble font que tu vas court-circuiter le temps que ça te prend pour développer un système d'intelligence artificielle. Ouais, beau topo. Ouais, on le comprend, le 80%. Là. Merci. Ouais. Puis, je voulais revenir sur le Collège Sainte-Anne. Le Collège Sainte-Anne, parce que celle-là, je trouve que c'est un... Honnêtement, il y a certains... Il y a plein de belles initiatives, puis nos clients, j'adore travailler avec nos clients, puis j'adore nos clients, puis toutes les problématiques puis les opportunités sur lesquelles on travaille. Mais il y en a certaines qui parlent un petit peu plus. Et celle-là, le Collège Sainte-Anne, j'ai beaucoup aimé la progression qu'on a eue parce que on a travaillé sur cet outil-là depuis à peu près, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Donc, vraiment, on a vu
l'IA générative évoluait au fur et à mesure. Mais il faut que je revienne dans le passé. Le Collège Sainte-Anne, ils ont gagné plein de prix dernièrement pour justement l'innovation, puis ils sont à l'avant-garde. Là. C'est le collège privé qui était dans la presse dernièrement. Exactement, ils ont gagné PME de Mercredi l'année, Ad. Ils ont gagné pour PME de l'année. Puis c'est rare de penser qu'une école peut devenir PME de l'année. C'est tellement impressionnant ce qu'ils ont monté. Et ça, avant même qu'ils gagnent ça, dans le fond, ils travaillaient avec nous. Puis même avant qu'ils travaillaient avec nous, ça fait à peu près 2 ans qui nous contactaient pour qu'on développe une solution d'aide à la correction de production écrite. Mais il y a 2 ans, puis même ça, c'était à l'époque, ça veut dire ça fait 3 ans qu'ils nous contactaient. Il y a 3 ans, là, ça leur aurait coûté cher, ça aurait été vraiment complexe de développer un outil comme ça parce qu'il fallait que tu réinventes la roue, fallait que tu réentraînes un modèle pour apprendre le français. Et c'était pratiquement impossible de le faire. Donc, on disait merci, mais non merci. Puis c'est rare. Moi, je veux pas dire non à des business. Je suis entrepreneur. Là, je veux pas dire non à des clients. Surtout des clients qui n'ont pas froid aux yeux. Puis que vraiment, c'est eux autres qui veulent aller de l'avant. Mais là, quand l'IA générative est arrivée, c'est eux qui nous ont contactés et qui ont fait là, vous pouvez pas me dire non. J'ai testé ChatGPT. Puis ils sont pas pires pour me donner des bons résultats. Puis là, on a dit ah ouais, écoute, c'est sûr qu'on veut travailler avec toi là-dessus. Donc, on a travaillé avec eux pour développer justement un outil qui permet la correction de production écrite pour les élèves du primaire secondaire. Au départ, les professeurs étaient inquiets. Ils étaient inquiets parce que tu touches à leur turf. Mais en fait, c'est drôle qu'ils soient inquiets de ça parce que quand tu y penses vraiment, puis moi, ma belle-mère, c'est une professeure de 2e année du primaire et elle se retrouve, dans le fond, c'est le soir et la fin de semaine qui font des corrections. Ah oui. C'est même pas le fun. C'est pas le fun de faire des corrections, mais un problème que tu as qui est connu, c'est mieux qu'un problème potentiel que tu connais pas dans le futur. Fait que les autres, ils se disent, sais-tu quoi? Je travaille de soir et de fin de semaine, mais au moins, je sais que demain, puis la semaine prochaine, puis l'année prochaine, je vais avoir le même problème. Fait que je comprends que ça fait partie de ma job, puis je suis prêt à vivre avec. Donc, il fallait qu'on combatte ça. Et justement, quand on parle de gestion de changement, ça part dès le départ. C'est d'aller chercher l'acceptation des professeurs avant même le déploiement. Parce que sinon, si tu ne penses pas à ça, tu développes de quoi? Tu te dis, tiens, un outil qui aide la correction de dictée, puis là, finalement, il ne l'utilise pas, puis il pointe toutes les erreurs. Ah, il était supposé corriger telle erreur, ils ne l'ont pas faite, puis c'est très malsain. À la place, qu'est-ce qu'on a fait? Puis ça, c'était un des gros avantages de l'IA générative. On a fait comme, hey, les professeurs, vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs pour nous aider à développer une solution qui est performante. Pourquoi vous ne nous aidez pas? Puis là, ils nous ont donné des exemples d'erreurs de correction. C'est quoi le processus que vous utilisez? Puis là, on a créé essentiellement des prompts. Donc, on a créé toutes les instructions qu'on utilise dans l'IA générative pour créer, dans le fond, une réplication de leur processus de correction. Puis, après ça, on a développé une solution qui fonctionnait super bien. Ce qui était le fun, c'est que quand mon équipe est arrivée puis a démontré qu'on battait les benchmarks puis qu'on était meilleur que beaucoup dans le fond, que la moyenne des professeurs, disons, là, je vais simplifier ça. Et les professeurs se sont fait des high five. Ils étaient hyper contents dans le fond, de battre leur performance. Et ça fait juste montrer à quel point de pouvoir avoir les utilisateurs finaux qui font partie du développement, ça amène tellement de fierté à la fin et tu viens de contrecarrer complètement les risques d'adoption parce que eux autres, c'est même plus la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir peur de l'adoption? C'est plus, non, ils vont tellement être excités d'utiliser une technologie qu'ils ont développée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que c'était tout le temps un proxy. Ils nous donnaient des besoins. OK, on revient dans 2 mois, on va développer des affaires. Puis là, tu présentes des graphiques. C'était super compliqué. Maintenant, c'est en français ou c'est en anglais. Ouais, ils peuvent voir les résultats concrètement, rapidement. Là. Puis ça change la donne dans l'adoption. Puis justement, l'adoption, nous, ça va être ma déformation professionnelle. Là. Je vais essayer de ne pas le faire trop souvent, mais je vais te ramener là, juste pour qu'on jase. Là. Il y a l'IA qui est une chose, une tech en soi. Après ça, nous, notre expertise, c'est le reste qui l'entoure, c'est l'enveloppe. Comment est-ce que vous le développez? Est-ce que vous l'avez in-house, cette offre de service-là? Ils veulent l'utiliser dans une web app, par exemple. C'est vous qui allez la réaliser? On travaille tout le temps en partenariat avec d'autres entreprises parce que ça, c'est un clou qu'on martèle tout le temps.
l'IA, c'est pas juste un modèle d'IA. Souvent, il y en a qui vont faire ça, puis ça, c'est un des gros pièges que les entreprises ont, c'est qu'ils vont développer... donc, ils vont investir pour un modèle d'intelligence artificielle, puis là, après ça vit sur un laptop, puis ils montrent « Hey, regarde la courbe, elle est bonne! » OK, cool, comment qu'on l'utilise? Ah non, il faut qu'on investisse pour développer justement des apps. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que dans un projet, typiquement, on va parler de 10 à 20% des efforts sur le modèle d'IA. Fait qu'on focus tout le temps là-dessus, on parle juste de ça. Mais concrètement, pour qu'un système soit déployé, c'est à peine 10 à 20% des efforts. Le reste, c'est tout le développement de la solution puis la gestion du changement. Puis d'habitude, les gens, ils vont pas investir là-dedans. Donc, ils se retrouvent à avoir un système qui fonctionne sur un laptop. Puis après ça, tu mets ça au vidange parce que ça sert à rien si tu n'as pas l'argent pour le faire, pour même qu'il soit utilisable. Donc, accessible. Accessible. Ouais. Donc, tu as un data scientist que ça sur, puis là, je caricature, bien entendu, mais tu as un data scientist qui va avoir un système, qui va avoir un modèle d'AI sur son laptop, personne n'est capable de l'utiliser, donc finalement, c'est pas utilisé. Donc ça, on va le voir souvent. Ça, on martèle justement pour dire non, il faut que tu regardes le full, il faut que tu regardes le système au grand complet. C'est hyper important. Puis j'aime ce que tu amènes. Par exemple, dans les épiceries métro, là, on n'a pas juste prédit la demande pour les produits périssables. On a fait une intégration dans SAP. Je sais pas si vous savez c'est quoi. SAP, c'est... Le ERP des ERP. C'était probablement le coût du projet juste pour l'intégration SAP parce que c'est gros. Puis en plus, quand tu développes des solutions comme ça, il faut que ça soit robuste. C'est qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de l'information ou quand l'information dans les systèmes ne sont pas accessibles, comme par exemple dans des cas où ce que tu vas aller puiser de l'information dans des bases de données. Ça peut arriver des fois que les bases de données ne sont pas mises à jour, que les bases de données sont vides ou qu'il y a des changements. Bien, comment tu t'assures que ta solution va tout le temps retourner des bons résultats? Donc, tu as vraiment... Pour développer une solution fonctionnelle, il faut que tu investisses beaucoup plus que dans le modèle. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Puis, j'aime que tu amènes ça parce que justement, c'est... Quand on parle de démocratisation en business, c'est une considération hyper importante. Parce que les gens ne vont pas acheter un modèle d'AI, ils vont acheter vraiment un système, une solution fonctionnelle. Puis en plus, tu parles de gestion de changement. Vous avez des experts pour accompagner un peu l'humain à travers tout ça ou encore là, c'est un partenaire? Oui, on a, puis des fois, on va faire affaire avec des partenaires. Donc, c'est un peu je dirais, ça dépend des cas, ça dépend des complexités de transformation qui est nécessaire. Je dirais que nous, moi, une des façons je compare le plus Move AI, c'est qu'on est souvent... par exemple, si un système complet d'intelligence artificielle, c'est un hôpital, par exemple, nous, on va se retrouver être l'aile des chirurgies. Souvent, ça prend... c'est tough, c'est nécessaire, puis... tu as besoin d'avoir un département qui fait de la chirurgie parce que tu veux que parce que c'est hyper critique pour un hôpital. Par contre, tu vas avoir plein d'autres départements. Donc, par exemple, si je reviens dans notre cas, là, ça serait tu as le département du numérique, tu as le département de la formation, tu te retrouves à avoir plein de besoins autres que juste le développement de solutions d'intelligence artificielle. Puis même si un chirurgien est capable de faire de la médecine interne puis de la médecine de famille et tout, mais sa spécialité est pas tout. Donc, une personne qui est spécialiste en intelligence artificielle, des fois, va être un peu trop technique, va pas nécessairement être le meilleur pour faire de la formation. Donc, c'est pour ça que là, on se retrouve à développer certains pôles d'expertise, mais après ça, on vient compenser beaucoup avec aussi des partenaires. Donc, il y a on est en train de bâtir aussi un beau réseau avec des partenaires pour développer des solutions qui sont, oui, des solutions qui sont performantes, mais aussi avec de la formation, avec de la stratégie. Donc, on a aussi beaucoup de stratégies à l'interne pour justement essayer de compenser. Puis au fur et à mesure, on essaie de développer tous ces pôles d'expertise-là pour être un one-stop shop aussi. All right. Ouais. Bonne chance avec tout ça. En effet, la stratégie, je t'avais averti hors studio, mais philosophie à Saint-Saëns. La stratégie, c'est souvent ce que tu décides de ne pas faire. Là, après ça, si tu veux être un guichet unique, il faut que tu desserves à peu près toutes les spécialités que tu viens de décrire de notre hôpital fictif. Il y a encore des cases qui vous manquent dans l'échiquier. C'est quoi le prochain projet plutôt? Allons-y avec la prochaine itération de Move AI, mettons.
Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, en ce moment, on est encore en train de digérer c'est quoi ça veut dire l'avènement de l'IA générative. Là. C'est pas tout à fait facile parce qu'il y a une progression naturelle qui se fait. On peut pas aller plus vite que la population de la façon qui entrevoit ça. Mais en fait, oui, on peut aller plus vite, mais on peut pas aller trop vite. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve, par exemple, je dirais qu'on est dans les top entreprises pour développer des solutions entreprises qui utilisent de l'IA générative. Donc vraiment, c'est comment est-ce que tu peux utiliser ces modèles-là, ces approches-là pour développer des solutions prédictives, pour utiliser des solutions utiles pour les entreprises, comme ce que j'ai donné comme exemple avec le Collège Sainte-Anne, mais on le fait dans des entreprises, par exemple, pour la création de propositions dans le domaine des ventes. On fait même des outils d'aide à la migration de données avec l'IA générative. Fait que vraiment, on exploite au maximum ce que l'IA générative nous amène. Mais là, on voit que ça commence à se transformer, l'industrie. On va parler de plus en plus d'automatisation. On va parler d'agents qui vont être capables de pouvoir faire de l'automatisation de processus de A à Z. Comment est-ce qu'on ingère ça? Comment est-ce que... Aussi, on fait la part des choses, parce que l'IA générative va répondre à certains besoins, mais on va pas scraper ce qu'on a fait jusqu'à date avec des méthodes plus traditionnelles, parce que les méthodes plus traditionnelles vont bien fonctionner avec, par exemple, du forecasting, des techniques d'optimisation, comme comment tu optimises, par exemple, une chaîne de production. Alors, tu n'utilises pas de l'IA générative, mais par exemple, l'IA générative va être utilisée pour certains bouts, comme par exemple pour créer des recommandations pour l'humain. On est encore dans l'interface. Là. On jase avec l'IA générative, mais c'est un autre modèle qui roule en arrière pour nous fournir l'info. Exactement. Donc, les solutions en ce moment sont en train d'évoluer. Donc, on va se retrouver à avoir des composantes plus traditionnelles. On va avoir des composantes d'IA générative. On va avoir des composantes d'agents qui vont automatiser des processus. On va avoir encore de l'exploitation de données, donc du BI. On va avoir vraiment plein de composantes. Donc, c'est complexe parce que là, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est en fait, on se retrouve à avoir les solutions traditionnelles. On va se retrouver à avoir, oui, des cas purs d'IA générative. On va se retrouver à avoir des solutions qui sont super sophistiquées, qui ont à peu près toutes les composantes ensemble. Donc, c'est complexe. Donc, on est en train de revoir comment est-ce qu'on peut faire tout amarrer ça, dans le fond, dans une offre de service qui est compréhensible. Mm-hmm. Fait que ça, c'est d'une part. Mais par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une pression sur les entreprises comme la nôtre. Donc, les gens, maintenant, ils vont s'attendre à avoir des solutions qui sont qui vont répondre à leurs besoins plus rapidement. Ils s'attendent que ça va coûter moins cher. Ils vont s'attendre à avoir moins de problèmes d'adoption. Donc, maintenant, les attentes sont dans le tapis et ça met de la pression sur nos opérations, ce qui est positif. C'est super. C'est plus difficile pour nous. C'est positif pour les clients. Puis, c'est un défi qu'on veut prendre. Il y en a qui vont... Puis, il y a encore du monde qui vont faire comme si de rien n'était. Puis, ils vont dire, non, l'IA générative, tu n'as pas besoin de ça. Puis, qui vont surfer sur les faits que, oui, dans certains cas, l'IA générative peut amener des problèmes de sécurité de l'information. Chose qui est faux quand tu utilises les bons systèmes, en fait. Mais ils vont surfer sur la peur pour justifier leur modèle d'affaires et leur incapacité de vouloir s'adapter. Fait que ça, il va tout le temps en avoir, là, mais il y en a dans toutes les industries. Oh oui. Donc, nous, on veut s'adapter et on s'est adapté, mais l'adaptation se poursuit. Puis en plus, ce que ça veut dire, c'est, OK, comment est-ce qu'on déploie plus de projets plus rapidement, parce que c'est ça que maintenant les gens veulent. C'est des projets plus rapides. Fait qu'en fait, il va y avoir probablement, puis ça, j'en vois ça. Je pense, moi, une de mes perspectives, c'est qu'il va y avoir moins de projets de multimillions de dollars sur plein d'années pour développer un système d'intelligence artificielle. Il va y en avoir moins de ça. À la place, il va y avoir plus de projets de plus petite envergure. Donc, ça change un peu de la façon qu'on travaille. En plus de ça, il va falloir accompagner davantage les utilisateurs. Donc, on va se dire, sais-tu quoi? Comment s'assurer de rester, dans le fond, d'avoir une croissance pérenne? C'est de mettre plus de cordes à nos arcs. Donc, comme un peu ce que tu disais, tu as plein de départements. Si on veut être un one-stop shop, là, maintenant, on peut penser à le faire parce que, justement, il y a plus de pression sur la modélisation, mais ça nous permet, nous autres, des belles opportunités d'accompagner mieux les clients. Comment est-ce que le client veut se faire accompagner? C'est moins un challenge technique, c'est plus un challenge au niveau de la transformation d'entreprise. Puis ça, on le comprend, puis les clients sont contents qu'on le comprenne. C'est un enjeu entrepreneurial, right? On veut offrir un service, on sait qu'on veut de la meilleure qualité possible, mais il faut qu'il soit bien perçu par le client. Puis il faut que le client ait une expérience agréable tout au long de son moment qu'il va nous accorder.
Puis tu le décrivais tantôt, tour de Babel, puis les gens qui travaillent un peu en silo, en se pensant bon, puis en se donnant des claques dans le dos entre scientifiques. On avait ça aussi en ingénierie logicielle il n'y a pas longtemps, puis il y a des clients qui nous arrivent avec une expérience complètement, une perspective très négative de la profession. Fait que ce que tu décris, j'ai l'impression que, de façon générale, une entreprise de service devrait s'assurer d'avoir une expérience client qui est top, et le service qui vient avec aussi, évidemment, mais à ne pas négliger. Tout à fait. Puis aussi, juste mentionner, c'est que... j'exagérais, là, j'aime ça y aller d'exagération, mais c'est juste pour montrer que il y avait des incompatibilités. Donc, l'aspect technique parlait difficilement à l'aspect business. Okay? C'est plus ça que j'essaie d'illustrer. Et c'est vraiment le fun de voir que maintenant, ça se réduit, ces gaps-là, ils se réduisent. Et c'est tout à l'honneur de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Fait que moi, même si, oui, j'ai des enjeux entrepreneuriaux qui sont associés à ça, mais c'est des enjeux qui sont juste positifs pour tout le monde, sont positifs pour nous parce qu'ils sont positifs pour le client. Fait que les gens vont vouloir en faire plus. Parce que maintenant, c'est de moins en moins un pari risqué. Moi, ce que je disais, c'est qu'à l'époque, c'était un pari. Les clients que tu avais, c'était des clients qui étaient prêts à aller au casino puis ils jouaient avec le house money. Là. Ils disaient, moi, j'ai 1 million à mettre. Puis là, après ça, tu avais des Scaly High, tu avais des fonds, des fonds gouvernementaux, des programmes gouvernementaux qui étaient prêts à mettre, par exemple, à donner 40%. Donc, il dit, par exemple, si tu te qualifies, ben, on va donner 30, 40, 50% de la facture du projet en fonds. Donc, ça réduit le house money que tu mets. Fait qu'à la place de dire, OK, ben je vais pas parier 1 million, je vais parier 600 000. Mais c'est quand même, ils voyaient quand même ça comme un pari. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas parier. Puis nous, dès le départ, on n'y allait pas avec, bon, on va essayer notre maximum, la gang, mais c'est pas grave si on l'a pas. C'est pas ça qu'on disait. Non, on va l'avoir, là. Mais ça change pas le fait que les gens voyaient ça comme un pari. Et là, de moins en moins. Fait que tout le monde est gagnant en ce moment avec les changements technologiques qu'on voit. Et il suffit d'être capable de bien les implanter dans l'entreprise pour justement faire le maximum d'impact au Québec. Puis ce serait quoi justement pour les entreprises qui ont peut-être un frein, qui ont pas osé encore, qui voient encore ça comme un pari? Selon toi, les premières étapes pour commencer à inclure tranquillement l'intelligence artificielle dans ses pratiques, y a-tu des quick wins, mettons? Bien, il y a des quick wins. Il y a, encore une fois, je le répète, l'IA générative te permet rapidement de tester un cas d'usage. Ça, je niaise pas. Des fois, en une demi-journée, tu es capable de voir si quelque chose risque de fonctionner ou pas. C'est super vite de voir si ça fonctionne ou pas. Puis après ça, si tu veux le mettre en production, c'est une autre paire de manches. C'est un peu plus long. Mais au moins de savoir que ça risque de fonctionner. Puis regarde, physiquement, ça va ressembler à quoi? Ça ressemblerait à quoi? Ben, c'est positif pour eux. Donc, ça va les motiver à aller à la prochaine étape. Puis la prochaine étape n'est pas dans des mois. Là. C'est pas comme on te montre ça une demi-journée, bon, on s'en reparle dans 6 mois. Non. Après ça, quelques semaines après, tu as déjà une première version qui roule, puis là, après ça, tu l'améliores. Donc, c'est sûr que tu vas préciser quel cas d'usage tu vas affronter en premier. Donc, tu vas, clairement, si tu as des solutions ou tu as des problèmes qui vont demander un petit peu plus de travail, c'est peut-être pas celui-là que tu vas mettre de l'avant. Tu vas mettre de l'avant le use case que tu peux démontrer très vite et livrer très vite avec peu de risques. Donc, ça part par l'identification des besoins, bien entendu, mais après ça, avec vraiment une sélection chirurgicale. Là. Tu trouves vraiment le use case le plus précis qui va te permettre de créer ton momentum à l'interne, puis l'appétit pour aller plus loin. Moi, j'appelle ça, c'est un peu comme aller au gym. Personne ne veut aller au gym au départ, mais tu te fais dire, hey, vas-y, tu vas aimer ça. C'est comme, hey, non, je veux pas y aller. Puis là, tu prends ton abonnement, puis là, tu y vas pas. Puis là, tu reprends ton abonnement une autre année, tu y vas pas. Puis là, à un moment donné, tu te fais convaincre d'y aller, là. Ben après ça, tu y vas, puis si tu y vas 1 fois, 2 fois, après ça, les chances sont que tu vas tout le temps vouloir y aller. Puis en fait, c'est ton appétit, justement, tu vois les opportunités au fur et à mesure. Au départ, ça peut être vraiment compliqué de voir les opportunités de faire des améliorations dans ton entreprise avec l'IA. Mais quand tu as commencé à le vivre, là, tu es, hey, j'aurais pu faire ça. Là, tu viens greffer des nouvelles fonctionnalités à ton outil parce que tu vois plein d'autres opportunités. À un moment donné, tu as un éveil qui se fait. Puis, on le voit, nous autres, il y a plein de gens qu'au départ, ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis en ce moment, c'est les plus grands fervents de l'intelligence artificielle parce qu'ils sont allés au gym. Puis parce qu'ils ont envie d'y retourner. Puis ils ont vu des gains rapidement, puis ils voulaient plus de gains après.
Exact. Les fameux gains. Les gains. On n'en a pas parlé, mais là, je vois le temps avancer, puis je veux absolument qu'on en parle. La STM, tu parles de justement, vous avez fait un projet avec la STM, puis un ou plusieurs projets, là, tu vas pouvoir nous en dire plus. Mais tantôt, tu parlais, on est capable, avec le Collège Saint-Anne, vous avez été capable de tester avec les utilisateurs finaux rapidement, mais là, on parle, est-ce que pour la STM, c'était vraiment plus à l'interne, les solutions que vous avez faites, ou c'était vraiment quelque chose qui avait des répercussions sur les millions d'utilisateurs du réseau STM? C'est une bonne question. En fait, premièrement, la STM, d'un point de vue entrepreneurial, ce que j'ai vraiment été content, c'est que la STM, le projet qu'on a fait avec eux, c'était en 2021, dans le milieu de la COVID. Nous, on a perdu tous nos projets en même temps, puis là, on se grattait la tête. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à opérer? Là, tu te dis, OK, on va faire de la formation, on va être créatif. Mais à un moment donné, c'était des années très difficiles dans le domaine de la technologie, parce que quand les gens ne savent pas c'est quoi qui va survenir, c'est la première chose qui va arrêter, c'est l'innovation. Et là, la STM sont arrivés en disant, on a un projet, on veut favoriser la distanciation sociale. Parce que c'est un des enjeux, les gens ne voulaient pas prendre le métro à cause justement qu'ils avaient peur d'être trop, dans le fond, de se mettre à risque. Donc, on a travaillé avec eux. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, ça aussi, c'est une de mes fiertés, c'est que il y avait 2 personnes dans leur équipe qui faisaient de l'intelligence d'affaires, qui faisaient des dashboards, qui faisaient des analyses, qui étaient super compétents. Notre mandat, c'était de les accompagner pour qu'ils soient autonomes. Et dans le but quand on démocratise l'intelligence artificielle, moi, personnellement, ce qui me fait le plus triper, c'est de rendre du monde autonome. Ça montre à quel point tu es capable de les amener à un autre niveau. Fait que c'est pas juste... Puis j'aime l'argent, là. Puis j'aime continuer à travailler avec des entreprises. Mais si je suis capable de continuer à travailler avec des entreprises parce qu'ils en veulent plus, puis parce que je les ai rendus autonomes, c'est la cerise sur le sundae. Je suis extrêmement content. Et ça, justement, on a été super... dans le fond, on a été capable de leur donner plein d'outils. Puis, donc, on a développé une première phase, justement, d'un outil de prédiction de l'achalandage. Puis, on va le voir dans, par exemple, sur la ligne orange. Si on va sur la ligne orange, sur les télévisions, tu vas voir, dans le fond, les 2 prochains métros. Puis, il y a le nombre de personnes, là, c'est entre 0 bonhomme, puis ça va jusqu'à, je pense, 3 ou 4 bonhommes. Puis ça, c'est le niveau d'achalandage. Puis même, ils vont donner l'achalandage par voiture du métro. Donc ça a vraiment été développé pour l'aide à la distanciation sociale. Donc vraiment, on a développé, c'était le premier système d'intelligence artificielle de la STM et on a travaillé là-dessus, on les a aidés à déployer ce système-là de A à Z, on s'est retrouvés à interagir. C'est la première fois qu'on déployait de la solution dans une télévision. Souvent, tu dis une application web ou un dashboard ou SAP, là, c'est dans une télé. Fait qu'on parlait avec l'équipe en charge de la télévision, c'était quand même spécial. Et ça a bien fonctionné, mais comme je l'ai dit, moi, ce que j'ai été le plus content, c'est qu'après ça, tout de suite après, l'équipe en place était capable de faire des updates, puis vraiment, il y avait un niveau de compétence qui était ahurissant. Là. Pour le temps qu'on a passé avec eux, ils ont tellement été bons pour internaliser l'information, puis après ça, ils déployaient des nouveautés, puis ils updataient les modèles, puis ils amélioraient, puis vraiment, ça a fait une belle culture. Puis ça, c'est sûr que là, en ce moment, on travaille plus, on est dans le fond, on recommence d'autres projets, mais un peu dans d'autres départements de la STM, mais quand, dans le fond, cette prévision-là de la demande ou de l'achalandage dans les métros, ce qui est le fun avec ça, c'est que cette information-là, non seulement elle peut être communiquée, mais aussi elle peut donner une fondation. Parce que si tu dis, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'optimiser mes parcours, mais est-ce que je devrais offrir plus de transports en commun? Est-ce que je devrais avoir des autobus de plus? Est-ce que je devrais avoir une deuxième voiture? Est-ce que je suis obligé de passer aussi fréquemment? Ben, on est capable de prévoir justement quelques heures, quelques jours en avance. Ça va être quoi l'achalandage anticipé? Donc, tu es capable de pouvoir updater toutes tes décisions autour de la fréquence puis le nombre d'options de transport en commun. Donc, et c'est là qu'on va devoir aller en tant que société.
Là, en plus, dernièrement, là, avec les taxes il y a une taxe qui vient d'être mise en vigueur sur les immatriculations de voitures, par exemple, dans le Grand Montréal. Ben, ça refait poser la question aux gens, est-ce que notre argent est bien investi dans les transports collectifs, puis dans les transports en général? Ben, le secret se retrouve dans l'optimisation du transport. Comment s'assurer que le transport est là pour supporter le citoyen qui a besoin de se transporter du point A au point B? Et ça, ben, la donnée peut être utile parce qu'on sait, nous autres, c'est le nombre de personnes qui veulent aller du point A au point B et de temps. Donc, on va s'assurer que les options sont là pour les desservir. Et en ce moment, ce qu'on a fait, oui, c'est des beaux petits bonhommes dans un tableau, dans une télévision, mais au bout du compte, ça crée une intelligence sur laquelle ils peuvent se baser pour prendre plein d'autres décisions. Faisons le parcours. Allons-y concrètement. Je suis un utilisateur justement du métro. Je vais arriver devant la télé, ça va m'afficher ton métro est là dans 2 minutes. Puis, wagon 1, il est plein. Wagon 2, je te le conseille. Wagon 3, à moitié. C'est un peu ça. Pour l'instant, oui, c'est l'utilisation. Exactement. Donc, ce que l'utilisateur va voir, puis après ça, c'est là que je dis, bien, il y a le penchant où les preneurs de décision à la STM ils ont aussi accès à cette information-là pour prendre des décisions plus éclairées sur d'autres choses. Mais en ce moment, de la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as deux modes de fonctionnement. Tu as le mode de fonctionnement sur l'application mobile. Donc, il y a une application, c'est un site web mobile où tu vas être capable de voir ça. Donc, c'est quoi l'achalandage dans les métros. Sinon, ben, quand tu es au métro, dans le fond, dans la station de métro, tu vas voir justement pour les 2 prochains métros, ça va être quoi l'achalandage prévu. Puis, ça peut paraître anodin. Prévoir l'achalandage, c'est facile, j'ai juste à regarder le nombre de personnes qui sont dans le métro. Mais en fait, quand tu es à Berry-UQAM, par exemple, tu vas avoir plein de personnes qui vont sortir, plein de personnes qui vont rentrer. Est-ce que tu as plus de personnes qui sortent que de personnes qui rentrent ou c'est l'inverse? C'est quand même pas facile. Par ça, tu as une question de direction parce que tu en as qui vont aller d'un bord. Comme par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que pendant la COVID, tu avais, je pense, c'était 10% de l'achalandage typique du métro. Donc, tu n'avais presque plus personne. Par contre, dans le chiffre de 7h AM, dans le coin de Champ-de-Mars, c'était plein à craquer. Pourquoi? Parce que tu avais plein de travailleurs saisonniers, par exemple. Tu avais plein d'infirmiers, infirmières. Tu avais même des patients qui allaient à l'hôpital. Donc, c'était plein. Donc, les variations d'achalandage, c'est ça qui était le plus difficile. Donc, d'être capable de capter ces variations d'achalandage pour savoir que, c'est quoi, à ce moment-là, parce que on le voit typiquement basé sur l'expérience, puis aussi basé sur la performance des métros. Donc, il y a des métros, des fois, qui vont arrêter. Donc, quand il y a une panne, par exemple, bien, il va y avoir un afflux d'achalandage. Donc, parce qu'on anticipe, parce qu'on voit qu'il y aura une panne ou parce qu'on regarde les patterns et d'habitude, il va y avoir plus de monde qui rentre dans le métro que de monde qui sortent, ben là, il va y avoir beaucoup plus de monde. Donc, c'est ça qu'on est capable de capter, puis on est capable de le capter longtemps d'avance. Donc, cette information-là, après ça, on est capable de faire plein de choses avec. On est capable de regarder aussi en ligne. Donc, pendant la COVID, par exemple, il y a plusieurs personnes qui pouvaient s'y référer pour savoir s'ils étaient confortables de prendre le métro ou pas et dans quelle voiture aller. Et aussi, dans le fond, en ce moment, ça peut être utilisé pour les gens parce qu'il y en a, puis des fois, on y réfléchit pas, mais il y en a qui sont, par exemple, qui ont des problèmes de santé, puis qui sont immunosupprimés, par exemple, puis ils ont quand même besoin d'aller à l'hôpital, par exemple, ben, ils peuvent utiliser quand même le métro, puis ils peuvent se référer sur des statistiques comme ça pour se réconforter, mais aussi pour s'assurer, dans le fond, de maximiser sa sécurité. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un outil qui est pratique. Et c'est un outil sur lequel, je le répète, mais à l'interne, ils peuvent utiliser aussi à plein d'autres sources. Oui, là, je suis tombé dans le cas très précis parce que c'était ma curiosité, mais là, j'aime aussi un autre thème récurrent qui revient. Il y a souvent un impact social dans tes interventions, dans vos interventions de MoveAI. Je veux juste le saluer, je trouve ça très cool. Ça motive beaucoup aussi, j'imagine, ton équipe à travailler sur ces projets-là. On essaie d'avoir le plus d'impact social, puis c'est sûr que des fois, il va y avoir des use cases qui sont... Veux pas, les entreprises ont aussi des besoins d'entreprise, puis on le salue aussi, c'est super important, puis d'être capable de pouvoir aider les entreprises à être plus performantes, surtout qu'on focus beaucoup sur le Québec. Nous, c'est important que que les entreprises québécoises et canadiennes là, sont capables de se sortir du lot, d'être plus compétitifs. Fait que ça aussi, on trouve ça important.
Mais la petite fibre sociale est importante. On travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation. Par exemple, on travaille aussi beaucoup avec Alloprof. Alloprof et nous, on est très proches, donc pour aider les élèves du primaire secondaire dans leurs devoirs, dans le fond. On se retrouve à faire plusieurs projets avec eux dans le domaine justement alimentaire pour éviter le gaspillage, donc les pertes alimentaires. Donc oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis si on est capable de pouvoir faire, oui, avoir plus de mandats, puis oui, être profitable, puis faire des revenus, ça, c'est important pour nous. Mais en même temps, si on est capable de pouvoir augmenter la démocratisation de l'intelligence artificielle et de faire une différence, écoute, c'est bingo, là, on est super content. Cool. Vraiment, très inspirant. Oui, vraiment intéressant. On est déjà rendu au dernier segment. Hein? Ça va vraiment vite. C'est vraiment intéressant. On a notre petit segment qui est la question dans le chapeau. Oh. Donc, on te laisse piger une question. Tu y réponds. Si tu y réponds adéquatement, on te donne la tuque, même s'il fait genre 25 degrés dehors. On n'a pas reçu nos casquettes encore à notre défense. Je te laisse piger une question. OK. Lis-la à voix haute, s'il te plaît. Si j'étais un fruit, lequel serais-je? Non, c'est pas vrai. C'est la deuxième fois qu'on se fait faire ça. Ah oui? C'est trop tentant. L'autre fois, c'était combien je bench? Combien tu benches? Combien tu benches? Ouais, ça... 210 kilos. Non, c'est pas vrai. Quelle est la pire implémentation de l'IA que tu aies jamais vue? Oh oui, ça aussi, là, on te met du négatif, là. Quelle est la pire implémentation de l'IA que tu aies jamais vue? C'est une bonne question. OK, j'essaie de penser à ça. La pire implémentation de l'IA que j'ai jamais vue. Ah, il y en a une qui... OK. Je vais pas parler des projets de MovAI parce qu'ils sont tous exceptionnels. Oh, c'est clair. Non, tout le temps des enjeux. Comme je l'ai dit, la difficulté, c'est l'adoption. Puis l'adoption, dans tous les projets, tu penses que c'est facile. Tu penses que tu as tout fait pour l'adoption, puis c'est sûr que t'en manques. Là. Ouais. Donc, on a des enjeux. Donc, premièrement, j'aimerais juste le dire en toute transparence. Mais une des pires implémentations de l'IA que j'ai vues, c'est une fausse croyance que les gens ont des fois, c'est que l'IA, c'est auto-apprenant. Donc, ça l'apprend par soi-même. En fait, il y a déjà eu des tentatives d'IA pour auto-apprendre. Ça fait à peu près 5-6 ans. Microsoft, Google, ils l'ont tous déjà essayé. Donc, j'explique un peu ce que je veux dire. Un système d'intelligence artificielle, même ChatGPT, il est entraîné, mais il y a tout le temps une version qui est déployée. Par exemple, cette version-là a été déployée le 12 février 2021. Puis là, des fois, ça va, dans le fond, se mettre à jour, mais ça se met pas tout le temps à jour de façon automatisée. Enfin, ça, c'est important de savoir. Ça veut dire que si j'écris quelque chose dans ChatGPT puis je le réessaye, il n'aura pas appris ce que tu as écrit il y a plus longtemps. Donc, c'est pas auto-apprenant. Mais il y a des gens qui ont essayé de rendre l'IA auto-apprenante en disant on va juste l'entraîner en continu. Mais d'habitude, il y a beaucoup de validation qui est nécessaire. Puis ça, on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Moi, dans mon rôle des normisos, donc je suis président du Comité canadien des normisos pour l'intelligence artificielle. C'est important d'avoir des systèmes de bonne qualité. Puis un des challenges, c'est justement que ça soit robuste, que ça soit stable et que ça soit sécuritaire. Et d'habitude, tu vas avoir une panoplie de tests qui est nécessaire pour dire mon système, oui, il est de bonne qualité, il est bon, on peut aller de l'avant et on peut le déployer pour que les gens l'utilisent. Donc, il y a du monde qui se sont dit c'est quoi, on va faire des essais, on va faire un système qui apprend par lui-même, donc il va juste s'entraîner automatiquement, il va se déployer. Puis Microsoft, il a déployé un chatbot il y a à peu près 5 ans. Et le chatbot, en une journée, il était rendu antisémite, il était raciste parce que des gens, ils ont juste troll le chatbot, ils écrivaient des propos racistes et ça l'apprenait par soi-même, donc ça créait, dans le fond, ça l'empirait la situation. Et c'est là où, dans le fond, ce qui est spécial, parce que d'habitude, tu ne veux pas déployer des systèmes utilisés par tous, mais là, c'est là que les compagnies ont vu que ça se faisons attention et c'est là que on parle souvent d'IA responsable, donc, ou de gestion responsable de l'IA. Puis ça, c'est juste un autre problème qui est survenu, mais il y en a plein qui sont survenus. Celle-là, je trouve, c'en est un des pires parce que c'est
c'était tellement visible, c'était tellement problématique ce qui était mis de l'avant, puis c'était utilisé par le commun des mortels. Là. C'est même pas des tests qu'ils ont fait à l'interne. Donc, puis c'était même pas supposé être un test, en fait. C'était supposé vraiment être une solution. Il avait mis ça de l'avant comme « Ah, ça, c'est la nouvelle... c'est les nouvelles... une des nouveautés au niveau de l'IA, c'est qu'on est capable de faire ça maintenant. » Puis là, c'est la grosse affaire. Puis finalement, c'était un gros fail. Ils ont été obligés de le décommissionner puis de le retirer. Fait que je dirais, ça, c'est un des problèmes que j'ai vu, mais il y en a tout plein. Là. Surtout au niveau de... Malheureusement, c'est souvent au niveau de la sécurité des solutions où ce qu'on voit des problèmes du genre. Ben oui, puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire un épisode complet aussi juste sur tout ce qui est normes ISO, responsabilité éthique. C'est vrai qu'on est pas allé dans le Doomsday Scenario encore. Ça m'a tenté, mais on très vite. Mais d'un point de vue positif, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de lois qui s'en viennent en vigueur. Il y a plein d'outils qui existent. Donc en ce moment, c'est inconfortable, mais dites-vous que ça va s'améliorer vraiment d'ici peu. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis par la communauté internationale, puis beaucoup au niveau canadien. Le Conseil d'innovation du Québec travaille aussi beaucoup là-dessus au niveau québécois. Donc, fingers crossed, on va vraiment avoir des belles améliorations à ce niveau-là. Le moratoire dont on entendait parler dernièrement, il y a Yoshua Bengio qui a signé ça. Est-ce que ça a eu un impact? Tu vois que ça cochait la case que ça voulait cocher? Bien, je te dirais que ça n'a pas nécessairement un impact au niveau... Je pense que le moratoire en tant que tel, tout le monde savait que c'était pas la solution. La solution, c'était « Hey, la gang, il faut passer à l'action. » Et oui, dans le sens qu'on a augmenté la rapidité pour développer des lois. Là, il y a justement le commissariat pour la sécurité des solutions d'intelligence artificielle, je pense que c'est le titre. Mais ça se peut que je me trompe, mais bref, un commissariat sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc, ça s'en vient. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui s'en venaient déjà. Tu sais, ça fait, par exemple, les normes ISO, où on certifie des solutions d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment le but. Ça fait depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites behind the scene. Et ça, ben, dans le fond, ça a été déployé en décembre 2023. Donc, en décembre qui vient de passer. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en venaient déjà. Mais Yoshua Bengio et compagnie, ben, ils ont dit, ça va faire le laxisme. Faut y aller, la gang. Puis, ce message-là a été entendu. Par contre, ici, je veux juste m'assurer qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain non plus, là, parce que des fois, on a tendance à penser que parce qu'on veut rapidement avoir des lois, ça veut dire que l'IA, c'est non sécuritaire. Puis oui, il y a des applications qui sont non sécuritaires, mais c'est vraiment minime. Là. La plupart du temps, c'est des applications qui sont utiles. Et le problème, c'est juste, assurons-nous qu'on a des bons processus, que les gens qui développent des solutions, ils le développent avec la sécurité en tête, puis avec les bonnes pratiques. Puis ça devrait vraiment, dans la majorité des cas, d'avoir des meilleures pratiques qui sont déployées at large, va rendre l'IA meilleure. Puis au bout du compte, dans le fond, on l'a vu en aéronautique, on l'a vu dans le domaine du nucléaire, dans plein de domaines, il y a des normes. Puis maintenant, on se pose plus de questions. Quand tu vas dans un avion, là, ben, il y en a certains qui ont peur de voler, mais je veux dire, un avion, ça crash pas. Donc, l'IA va devenir simplement responsable à un moment donné par défaut. Pour l'instant, on est obligé de parler d'IA responsable parce qu'on n'a pas encore toutes ces pratiques qui sont mises en place et qui sont rendues des critères de facto. Là. Mm-hmm. C'est un excellent message de fin, je crois. Mais avant qu'on se dise bye officiellement, est-ce que tu aimerais plugger quelque chose? Est-ce qu'on vous suit sur MoveAI? Est-ce qu'on te suit toi? Oui, ben MoveAI, c'est sûr qu'on a tout le temps des belles choses. On cherche tout le temps du monde compétent aussi. Si jamais il y a des gens, il y a des data scientists qui sont rendus jusqu'à la fin, peut-être que je les ai offusqués à un moment donné dans cette part. Mais data scientists, des développeurs de données aussi. Donc, on cherche quand même une panoplie de rôles pour nous supporter dans notre croissance. C'est super important. Sinon, ben MoveAI, on est très actif. On fait plein d'événements. On est un peu partout. On veut vraiment, comme je disais, le but, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle, ça se fait concrètement dans des entreprises, MoveAI, dans le fond, c'est vraiment un beau point de départ. Donc, vous pouvez venir sur notre site web, sur notre LinkedIn. Sinon, moi, je suis très actif aussi. Je dors très peu. Ça paraît quand on regarde mes posts sur LinkedIn. Je suis dans plein d'initiatives à gauche puis à droite. Je suis passionné. Je sais pas si ça a paru. Je suis quand même passionné par ce que je fais. Tu m'as rendu passionné, je pense. Comme ça. Mais en fait, cette passion-là se ressent aussi dans toutes mes choses que j'entreprends. Donc, je vous invite aussi à consulter mon LinkedIn. Il est aussi très garni.
Génial, avec plaisir. On te souhaite quand même de te reposer à un certain Oui, point, c'est ça. parce que moi, j'ai lu ton LinkedIn puis j'étais déjà fatigué, je pense. All right, ben merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup.